Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, les travaux de la mission commune d'information du Sénat sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions esthétiques. Les sénateurs de la mission auditionnent cet après-midi Laure Lechertier. Elle est responsable du département politique des produits de santé à la Mutualité française, département qu'elle dirige depuis 2005. Je vous rappelle que l'objectif de cette mission est d'empêcher un nouveau scandale sanitaire comme celui des prothèses PIP. Pour Chantal Jouanneau, sénatrice UMP de Paris qui préside cette mission, il faut adapter la loi face à une société où la place de l'esthétique a cru de façon exponentielle. Tout de suite, donc sans plus tarder, direction la salle Médicis pour écouter Laure Lechertier. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, donc, nous auditionnons en ce début d'après-midi Madame Laure Lechertier, qui est responsable du département politique des produits de santé à la Mutualité française et qui est accompagnée d'une personne qui se présentera, j'imagine. Donc, on a madame, monsieur, on a malheureusement vu une multiplication de scandales et sur l'affaire PIP, bien entendu, mais ensuite sur les prothèses de hanche depuis, par exemple, ou d'autres dispositifs. Et lors des différentes auditions que nous avons eues, revient systématiquement des sujets qui, je le sais, vous tiennent à cœur, des autorisations de mise sur le marché, alors sans doute dans une forme un peu différente de celle qui existe pour les médicaments, mais qui pourraient concerner les dispositifs médicaux les plus à risque. Lors des assises du médicament, vous avez souligné la nécessité de refondre le marquage CE, de renforcer la matériovigilance, que ce soit en pré-marché, mais surtout en post-mise sur le marché, et la traçabilité des dispositifs médicaux qui pourraient être liés à leur remboursement. Donc, nous souhaitons vous entendre sur toutes ces propositions parce que vous représentez une institution qui rassemble près de 600 mutuelles, sauf erreur de ma part, et qui protège 38 millions de personnes. Donc, vous êtes particulièrement concernés. Donc, nous souhaitons vous entendre sur ces différentes propositions, que ce soit sur les dispositifs médicaux, mais aussi, si vous avez des idées sur ces sujets, sur les interventions à visée esthétique, puisqu'il y a un lien entre les dispositifs médicaux et ces interventions, mais surtout, nous nous sommes aperçus que c'était un secteur qui était assez peu régulé dans notre pays comme dans d'autres pays d'ailleurs. Avant de laisser la parole à notre rapporteur Bernard Cazeau qui a une série de questions à vous poser, je souhaitais juste vous informer que cette audition est ouverte à la presse et au public, qu'elle est enregistrée et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat si vous n'y voyez pas d'objection. Donc je laisse la parole à monsieur Bernard Cazeau. Oui, bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Bon, je voudrais tout d'abord vous demander, mais très brièvement, de vous situer dans votre positionnement dans la Mutualité française, peut-être situer aussi pour certains de nos collègues les rôles et les missions, et vous dire les fonctions que vous y occupez pour qu'on vous situe bien dans ce domaine. Mais très brièvement. Allez-y. Vous appuyez sur le rouge. Ouais. Voilà. Bonjour messieurs, dames, bonjour madame la présidente, monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris de ce temps de la mission d'information pour recueillir l'avis de la Mutualité française. Dont je vais vous dire quelques mots, mais Madame la Présidente, vous avez dit vous-même les éléments de chiffres importants que j'allais vous signaler, mais effectivement c'est très important. Alors aujourd'hui, Laure Lechertier, dont vous avez donné le titre, responsable du département de la politique des produits de santé de la Mutualité française, va évidemment vous donner une série d'éléments importants qui répondront à vos questions. Dans un premier temps, donc moi-même je suis Vincent Figureau, je suis responsable du département des relations institutionnelles nationales
à la Fédération de la Mutualité française, c'est-à-dire que je m'occupe des relations que la Fédération entretient avec les pouvoirs publics français. Je le signale parce que c'est quelque chose que Laure Lechertier abordera. Il y a également à la Fédération un département Europe qui a évidemment le même type de rôle auprès des institutions européennes. Et nous travaillons bien entendu en étroite coopération, ces trois départements, avec le département que dirige Laure Lechertier. Moi, je voudrais juste, puisque vous m'y invitez, monsieur le rapporteur, vous donner quelques éléments importants sur la mutualité française. Vous savez que la mutualité française est un acteur important de l'économie sociale. Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif. Et elles sont basées sur un certain nombre de principes, comme la non-lucrativité, je viens de le dire, mais également l'impartageabilité des bénéfices, puisque les mutuelles sont des organismes qui ne rémunèrent pas d'actionnaires. C'est très important de le souligner, puisque c'est quand même un très grand élément de différenciation avec les autres acteurs qui interviennent dans le marché de la complémentaire santé, notamment les assureurs privés. Les mutuelles sont également fondées sur un certain nombre de grands principes comme celui de solidarité et celui également de non-sélection. En particulier, les mutuelles ne pratiquent aucune sélection du risque, soit quant à l'âge, quant à l'état de santé surtout, et également quant au niveau de revenus. Les mutuelles ont un triple rôle. Je le rappelle brièvement, elles sont à la fois financeurs, puisque nous intervenons donc en tant que complémentaire santé, elles sont offreurs de soins, et elles sont également un important acteur de prévention et de promotion de la santé. Je dirais même que c'est le premier acteur dans ce troisième domaine, après les pouvoirs publics, notamment après la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous avez donc rappelé le poids, en quelque sorte, donc 38 millions de personnes couvertes par des mutuelles de la mutualité française. Ça veut donc vous dire que la mutualité française est un acteur important dans le monde sanitaire et social. Et la mutualité française, comme elle l'a toujours été depuis son origine, est force de proposition, comme en témoigne sa plateforme de proposition qui a été élaborée en vue des élections, à la fois de l'élection présidentielle et des élections législatives dont la campagne vient de démarrer. Ces propositions ont notamment pour but de renforcer le rôle du médecin traitant, de réduire la part des dépenses de santé restant à charge et également d'instaurer un droit réel à une complémentaire santé solidaire. C'est donc des propositions qui sont centrées beaucoup sur l'accès aux soins. On sait très bien qu'aujourd'hui, le problème majeur du système de santé, c'est la grande difficulté de l'accès aux soins et toutes les barrières, je ne vais pas les détailler, qui sont posées contre un égal accès de soins pour tous aux soins. Donc en matière de santé, un acteur important, et plus précisément en matière de médicaments et plus généralement également de produits de santé, la mutualité française est un acteur qui a une légitimité à avoir un discours public. Je voudrais juste vous dire que le médicament est la première dépense de remboursement des mutuelles aujourd'hui. Et si on additionne les dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux, cela représente à peu près 42% de la dépense des mutuelles, soit à peu près 5 milliards d'euros. Ce qui vous montre le poids aussi que nous avons sur ce secteur précis. J'ajoute que, je disais, la mutualité est force de proposition. En mars 2011, la mutualité française avait proposé un plan médicaments qui avait d'ailleurs été assez largement diffusé, notamment à un certain nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et je pense que vous, Madame la Présidente, ainsi que Monsieur le rapporteur, aviez dû recevoir ce document, comme d'ailleurs notre document de plateforme de proposition que je tiens à votre disposition dans le dossier que j'ai laissé aux administrateurs qui sont là. Mais je pense que avoir répondu à ce que vous souhaitiez, Monsieur le rapporteur, peut-être Laure veut rajouter quelque chose. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, donc Laure Lechertier, responsable des produits de santé à la Mutualité française. L'idée étant effectivement d'avoir un positionnement stratégique à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois européen et national sur les produits de santé. Positionnement stratégique en développement une politique
pour nos mutuelles également, et en proposant aussi des actions très concrètes pour nos adhérents, à la fois centrées sur le médicament, mais également les dispositifs médicaux. Bon, très bien. Bon, je voudrais, dans un premier temps, que vous nous disiez comment vous voyez les choses en matière d'évolution au cours des 15 dernières années de la place des dispositifs médicaux en général et des dispositifs médicaux implantables en particulier, puisque ce sont ceux-là qui sont ceux qui en priorité nous intéressent. Tout ça, bien sûr, dans les dépenses des mutuelles en France et en Europe. Et est-ce que l'évolution de la dépense varie-t-elle en fonction des spécialités? Observe-t-on une augmentation de la population concernée par la pose de dispositifs médicaux implantables? Alors, ça se recoupe un peu tout ça, mais je vous laisse la parole. Alors, votre question porte effectivement sur quel est le niveau de financement des mutuelles sur les dispositifs médicaux. Il se trouve, monsieur le rapporteur, que les mutuelles sont des payeurs aveugles, que ce soit pour le médicament que pour les dispositifs médicaux. Payeurs aveugles, c'est-à-dire qu'à la différence du régime obligatoire et de l'assurance maladie, nous ne connaissons pas le code de ces produits de santé. C'est-à-dire que pour le médicament, nous n'avons pas accès au fameux code CIP. Donc, les mutuelles savent qu'elles vont rembourser de la pharmacie à 65% ou à 30% ou à 15%, mais elles n'auront pas une analyse détaillée des remboursements. Par ailleurs, pour les dispositifs médicaux, eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont parfois des codes de regroupement, mais si vous voulez, elles n'ont pas les codes qui permettent une analyse fine de la dépense. Donc, pour répondre à votre question, nous ne disposons pas de données en interne qui viendraient donc de nos adhérents, de nos mutuelles, puisqu'elles ne savent pas ce qu'elles remboursent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, l'accès aux données, c'est-à-dire que c'est un enjeu majeur pour les années à venir, que les mutuelles puissent avoir accès aux données pour faire de la vraie gestion du risque sur les produits de santé. Donc, quand on regarde, pour répondre à votre question, on va combiner plusieurs sources. Au fond, on va regarder les comptes nationaux de la santé, on va regarder les études de l'adresse, on va regarder les statistiques mensuelles que l'on a de la CNAM, et on va pouvoir constater justement que le marché des dispositifs médicaux, en tout cas remboursables et présentés au remboursement, est un marché important et que la part des mutuelles a presque doublé en 15 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 7% de la dépense à 15% des dépenses. De 515 millions d'euros à 2 milliards d'euros donc en 2010. Ça, ce sont des chiffres issus des comptes nationaux de la santé. Donc on voit bien que c'est une part croissante des dépenses pour les mutuelles, qui a un fort dynamisme sur ce poste-là. Et après, la difficulté, c'est de savoir à qui on impute le dynamisme sur ce poste-là, puisqu'effectivement, vous avez plusieurs titres dans la LPP, plusieurs dispositifs qui sont concernés. Et il y a une partie importante des remboursements qui sont bien entendu représentés par l'optique. Et donc vous remboursez. Mais, excusez-moi, je finis juste, mais nous avons également dans ces remboursements d'autres postes, notamment le titre 1 et le titre 2, sur lesquels on voit un taux d'évolution qui augmente d'année en année. Donc le titre 1, c'est tout ce qui est pansement, maintien à domicile. Le titre 2, c'est tout ce qui est orthèse, prothèse. Et là, on voit que c'est vraiment un secteur très dynamique, avec ce que nous, on appelle dans notre jargon un ticket modérateur qui augmente et qui progresse. Donc si vous voulez, la structure de financement au fond du marché, il y a effectivement le régime obligatoire qui va intervenir dans le financement, mais les organismes complémentaires d'assurance maladie jouent un rôle important dans le financement de ce marché. Et dans les organismes complémentaires d'assurance maladie, ce sont les mutuelles qui sont les premiers financeurs. Après votre question sur le niveau, sur le niveau européen, on n'a pas de
D'abord, difficulté de superposer le modèle que l'on connaît en France avec ce régime sécurité sociale et assurance maladie complémentaire à d'autres pays européens. Et là-dessus, nous n'avons pas de données précises. Très bien. Bon, donc, si je comprends bien, vous remboursez, pour les dispositifs médicaux implantables, vous remboursez l'acte. Vous remboursez l'acte, votre part dans le remboursement de l'acte, mais dans l'acte, vous avez à la fois l'acte d'implantation, chirurgicale notamment, et le dispositif. Il n'y a pas de séparation. Alors, si vous voulez, là, je vous ai dressé un panorama du remboursement des dispositifs médicaux en général, en vous disant qu'on n'était pas en capacité de faire la distinction par type de dispositif médical. Sur les dispositifs médicaux implantables, en général, ils font partie de GHS. Et dans ces cas-là, c'est au sein des établissements que vous avez une facturation avec une prise en charge qui est souvent du 100%. Donc, mais nous, au fond, puisqu'on vous a expliqué, on est à la fois financeur, c'est-à-dire sur la complémentaire santé, donc là on va intervenir, mais on est également offreur de soins. Et c'est bien dans nos établissements de santé qu'on est concerné par le remboursement dans le cadre des GHS, des dispositifs médicaux implantables. Mais nous n'avons pas de visibilité, si vous voulez, on est payeur aveugle également. Aussi, je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner plus de détails sur les remboursements, mais nous n'avons pas ces remontées-là d'informations. Alors justement, je vous pose la question suivante, et qui est la suite logique. Que pensez-vous de la mise en place de registres exhaustifs à partir des bases de données de l'assurance maladie et des hôpitaux, afin d'automatiser la remontée d'informations vers les pouvoirs publics ? Je pense que, en tout cas pour la mutualité française, la traçabilité d'un dispositif médical nous paraît comme une exigence majeure, donc un élément qui est absolument incontournable, aussi bien en ville que dans le circuit hospitalier. Donc en identifiant bien les circuits de vente, en associant donc les officines, les points de vente, les prestataires, et puis à l'hôpital, effectivement, une traçabilité pour les dispositifs financés en intra-GHS comme sur la liste en sus. Donc pour nous, c'est une exigence majeure. On souhaiterait également que ces données de traçabilité soient rendues publiques pour qu'on puisse connaître l'histoire d'un dispositif médical, donc de sa fabrication à son utilisation finale. Et on voit qu'en tout point de la chaîne de distribution, assurer une traçabilité permet d'augmenter la sécurité sanitaire. Permet également de faciliter les retraits du marché quand on constate des défaillances des dispositifs médicaux. Mais pour cela, il faudrait un système de codification qui soit harmonisé. Or, aujourd'hui, la situation est que le système de codification n'est pas harmonisé, puisque chaque établissement va pratiquer sa propre codification. Donc, cette traçabilité, elle n'est pas assurée. Et le système de codification pourrait être harmonisé à un niveau européen, avec ce que l'on appelle un identifiant unique. Oui, mais justement, avant de parler d'identifiant unique, donnez-moi les préconisations alors pour enrichir le PMSI et le codage des dispositifs. Quelles sont les préconisations? Alors, vous en avez, bien sûr. Hein. Oui, nous, notre préoccupation, c'est d'harmoniser, d'avoir un langage commun sur justement cette catégorie de produits de santé. Après, que l'on choisisse le PMSI ou pas, je dirais que ça nécessiterait des investigations un peu plus poussées. Aujourd'hui, le PMSI, c'est un outil qui est un outil de gestion des établissements de soins, qui a permis la mise en place de la T2A. C'est un outil de planification de l'activité. Après, reste à savoir si on peut intégrer au PMSI d'autres fonctionnalités telles que la traçabilité des dispositifs médicaux. Je pense qu'aujourd'hui, le PMSI n'est peut-être pas arrivé à maturité déjà dans ses autres fonctionnalités pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités. Mais
là-dessus, on n'a pas une position arrêtée sur quel est l'outil le plus pertinent pour assurer cette traçabilité. J'attire seulement votre attention que la question de la traçabilité d'un dispositif médical, c'est pas que l'hôpital, c'est qu'il faut aussi décloisonner l'hôpital et la ville. Et que le PMSI présente peut-être cet inconvénient de ne pas assurer et permettre la traçabilité en ville. Oui, vous aviez commencé sur intervenant unique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus? Alors, ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que nous, on est tout à fait favorable à un identifiant unique au niveau européen. Ça nous semble aller dans le bon sens pour améliorer donc la traçabilité. Seulement européen ou mondial? Je pense qu'il faut faire étape par étape. Déjà, au niveau européen, ce sera une bonne chose. Quand on voit, si vous voulez, si on fait le parallèle avec le médicament, là, on vient de répondre à une consultation sur l'identifiant unique pour le médicament, justement, qui était lancée par la Commission européenne. On voit déjà les difficultés, même sur le médicament, qui sont posées par cette mise en place. Je pense qu'il faut avoir une ambition peut-être un peu moindre, mais déjà, essayons d'harmoniser le langage au niveau européen. Donc dans un souci de traçabilité, dans un souci donc d'identification des dispositifs médicaux en cas d'effets indésirables, ça permettra certainement une réduction des erreurs médicales, un peu plus de documentation et surtout cet identifiant unique permettra de faire des études longitudinales et épidémiologiques. Si vous voulez, bon, tant qu'à faire un identifiant unique, nous sommes dans une économie, y compris sur les dispositifs, qui est mondialisé. Donc le dispositif européen, il va se balader aux États-Unis, comme les États-Unis vont avoir un dispositif, vont nous envoyer un dispositif européen. Donc tant qu'à faire une identification unique ou un code barre, comme vous voulez, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, eh bien il faut le faire de manière mondialisée. Autrement, ça va faire deux fois la même. Ou alors nos dispositifs ne pourront pas aller comme ils le voudraient hors de l'Europe. Et de la même manière, les dispositifs hors de l'Europe pourraient difficilement, bon, il faudrait qu'il y ait des équivalents en France. Donc tant qu'à se lancer dans un identifiant unique, ne faut-il pas prendre le taureau par les cornes, comme on nous l'a dit d'ailleurs aux États-Unis, et qu'on ait volonté là-dessus. Et faire quelque chose au niveau mondial. Enfin, quand je dis au niveau mondial, des productions mondiales. Hein? Oui, je comprends tout à fait votre approche, sauf que, et j'y reviendrai très longuement après, les systèmes de mise sur le marché des dispositifs médicaux entre l'Europe et les États-Unis diffèrent fortement. C'est-à-dire qu'en Europe, vous avez une offre en matière de dispositifs médicaux qui n'est pas du tout comparable à celle des États-Unis, qui est d'ailleurs beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. J'y reviendrai tout à l'heure, justement. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même assurer... Le système n'est pas le même. L'offre, je ne sais rien, mais le système n'est pas le même. Vous avez raison. Le système, on peut en parler d'ores et déjà si vous le souhaitez, mais je pense qu'on devrait s'inspirer largement du modèle américain pour, justement, l'évaluation des dispositifs médicaux. C'est intéressant, hein. Ça ne vous intéresse pas? Allez-y, développez, on vous écoute. Alors, développons. Si vous voulez, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, au fond, en Europe, la mise sur le marché d'un dispositif médical est extrêmement facile. Vous avez un cadre réglementaire qui est très peu contraignant, puisqu'il est basé sur un système de certification qui repose sur ce fameux marquage CE. Cette norme CE, au fond, elle s'applique à tout objet industriel, que ce soit un grille-pain, un jouet ou un dispositif médical qui n'est quand même pas un produit comme un autre, puisque c'est quand même un produit de santé. Et donc, dans cette norme CE, on n'a pas besoin de prouver l'efficacité du dispositif médical, mais juste une conformité à des exigences essentielles qui permettent de bénéficier de ce fameux label. Et ce fameux label est apposé sous la responsabilité du fabricant. Donc, puisque cette certification, elle est soit auto-certifiée pour certains titres de la LPP, soit se fait via des organismes certifiés. Mais ça, j'imagine que
vous connaissez parfaitement cette question-là, avec 63 organismes notifiés en Europe, qui ont des exigences très variables, qui vont, au fond, faire un audit du système qualité du fabricant et du dossier de conception du fabricant, qui parfois devraient faire des audits suivis, mais est-ce que ces audits suivis sont réalisés? Voilà, enfin, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur ces organismes de certification. Et on voit bien que là, il y a un transfert de compétences qui s'est opéré d'un régulateur vers un opérateur privé, qui est cet organisme certifié, avec lequel le fabricant a finalement une relation contractuelle. Donc c'est un contrat commercial qui est passé. Et c'est cet organisme qui est payé par le fabricant qui va délivrer un marquage CE qui permet la mise sur le marché. Nous pensons que ce système de certification, il est archaïque aujourd'hui au regard de ces dispositifs médicaux qui ne sont pas Qu'est-ce que vous préconisez à la place? Eh bien, ce que nous, on préconise justement, c'est plusieurs choses. Une AMM? Une AMM, un transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle ne doit pas reposer sur le fabricant et l'organisme notifié dans la mise sur le marché, mais sur l'autorité sanitaire qui devrait justement délivrer une autorisation de mise sur le marché basée sur des études cliniques qui soient méthodologiquement irréprochables, donc essentiellement plus randomisées. Et là, ce transfert de responsabilité, nous souhaiterions que ce soit l'agence européenne qui délivre cette fameuse autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que nous, on veut un renforcement... Que ce soit l'agence européenne, oui. Pas l'AFSAPS. Non, l'agence européenne qui fasse ce contrôle ex-ante, mais sur des données et des études cliniques. C'est-à-dire qu'on a bien regardé l'évolution de la réglementation avec la directive 2007 qui a introduit, si vous voulez, la notion de données cliniques, sauf que ces données cliniques, au fond, ces preuves cliniques, elles peuvent très bien ne pas correspondre au dispositif médical étudié. C'est-à-dire que ça peut être une simple recherche. Vous parlez du dispositif numéro 3, là. Oui, tout à fait. Ça peut être une simple recherche bibliographique. Donc nous, c'est vraiment assujettir les dispositifs médicaux à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Et ça nous semble avoir du sens quand on compare justement à la situation américaine. Et le rapport du KCE, qui est le Centre fédéral d'expertise des soins de santé belge, qui est un excellent rapport qui a été fait justement sur les dispositifs médicaux implantables, montre bien et constate bien cette divergence de méthode, au fond, sur les exigences à l'entrée de la mise sur le marché des dispositifs médicaux, avec aux États-Unis des exigences d'études cliniques randomisées, en France, donc de seules études de faisabilité de performance. On voit bien qu'on met en danger la sécurité des patients. Et vous admettriez, comme aux États-Unis, des circuits courts, alors? Comme le 500 IK ou... vous admettez, donc, si vous comparez les États-Unis, vous admettez qu'il y ait des circuits courts, puisqu'aux États-Unis, bon, quand un produit est seulement dérivé, on considère qu'il a... qu'il a l'accord, et donc il suffit de passer par un circuit court seulement de certification. Là, moi, je vous parle du pré-market approval qui est donné par la FDA. Et oui, non, mais vous avez les deux. Vous avez le pré-market et vous avez le 500 Mais pour nous, IK. c'est le pré-market approval qui doit prévaloir dans le système d'autorisation. Oui, mais justement, les États-Unis, 90% des dispositifs médicaux, c'est le 500 IK et 10% c'est le pré-market. C'est à peu près ça. Mais justement, je pense que c'est les 10% où il faut généraliser ce système du pré-market qui permet de sécuriser bien en amont les dispositifs médicaux, qui permet d'introduire de la sélectivité. Et dans le rapport... Vous n'avez pas peur que ça renchérisse le produit et que donc ça renchérisse vos remboursements? Pas du tout. Nous, ce qu'on voit comme avantage... Mais si, obligatoirement. Ce qu'on voit comme avantage... Plus vous allez développer... D'abord, vous allez allonger... Je me fais l'avocat du diable un peu, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous allez allonger le circuit, vous allez le faire durer beaucoup plus longtemps, donc peut-être pouvoir passer
à côté d'innovations qui mériteraient d'être le plus rapidement possible mis sur le marché. Et d'ailleurs, le grand reproche que font les sénateurs américains au système de la Food and Drug, c'est justement la lenteur par rapport au circuit européen. Je pense pas. Après, vous répondez. Je ne vous mets pas sur le grill, là. Je vous pose des questions, puisque vous avez. Ça nous intéresse de savoir un peu votre avis. Notre préoccupation, c'est pas de savoir si ça va augmenter ou pas nos dépenses. Nous ne sommes pas dans cette logique comptable-là. Nous, c'est la sécurité d'avant tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité et l'innovation. C'est-à-dire qu'on rembourse au juste prix les produits innovants. Aujourd'hui, dans le domaine des dispositifs médicaux, on voit pulluler de nombreux MeToo, un peu comme pour les médicaments, qui encombrent la LPP et qui n'ont pas fait la preuve de leurs bénéfices cliniques, qui n'ont pas fait la preuve de leur amélioration de la qualité de vie. Sur les dispositifs importants de la classification 3, là, vous poussez un peu. Là, hein. Non, enfin moi je me réfère. Les utilisateurs ne s'amusent pas à utiliser des produits qui ne sont pas fiables. Parce que si un chirurgien s'amuse à poser des sondes qui ne sont pas fiables, il risque très rapidement d'avoir des problèmes. Les récents scandales sanitaires sur les sondes cardiaques, monsieur le rapporteur, je pense prouvent le contraire. Qu'on est bien dans ces sondes cardiaques. La sonde Riata, mais Medtronic n'est pas tout à fait d'accord, je crois. Les sondes cardiaques, on voit cette bien affaire-là. Il dit qu'elles ont été mal posées. Il ne dit pas que leurs sondes sont mauvaises. Ils disent qu'elles ont été mal posées. Je ne crois pas. L'AFSAP a bien montré qu'il y avait une défaillance des chocs électriques qui étaient envoyés à mauvais escient. Et du coup, on voit bien que ces sondes étaient bien défaillantes. Donc, si vous voulez, pour reprendre mon propos sur, au fond, nous, ce qu'on veut, c'est rétribuer au juste prix l'innovation. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on n'est pas dans une logique d'innovation de rupture sur les dispositifs médicaux, on est dans une logique d'innovation incrémentale, c'est-à-dire marginale, qui pose quand même la question de la valorisation. Est-ce qu'il faut valoriser l'innovation incrémentale? Notre réponse est non, parce que c'est l'évolution naturelle du marché. En revanche, ce qu'on veut, c'est une vraie innovation. Et pour nous, la réglementation n'est pas un frein à l'innovation, au contraire, c'est un moteur. Et quand on regarde justement aux États-Unis, les États-Unis, ce sont les leaders incontestés sur le marché du dispositif médical. Donc, et ils ont déposé, je crois que c'était en 2006, à peu près 10 000 brevets. Quand on voit en France, eh bien, on n'a pas, en Europe, pardon, on n'a pas autant de brevets déposés. On a une logique de recherche et développement qui est bien moindre, puisque je crois que c'est 5% du chiffre d'affaires des fabricants qui est investi dans la recherche en Europe, contre plus de 10% aux États-Unis. Donc on voit bien que, au fond, la réglementation, dès lors qu'elle renforce les exigences, permet au contraire une innovation et d'aller vers le haut. Et je veux juste aussi attirer votre attention sur la HAS et la CNEDIM, ces évaluations sur les dispositifs médicaux aujourd'hui. Moi, je note qu'en 2010, c'est le rapport de la HAS qui le dit, qui est très enrichissant, sur 105 avis d'amélioration de services attendus, donc en primo-inscription sur les dispositifs médicaux, vous en avez 79 qui ont une amélioration de services attendus de niveau 5, c'est-à-dire pas d'amélioration de services attendus. C'est-à-dire que 75% en primo-inscription n'apportent pas de valeur thérapeutique ajoutée. C'est le problème de la concurrence. On rentre dans les problèmes de concurrence. Oui, mais en renouvellement, vous avez la même chose. Qui n'a pas, qui a une sécurité équivalente, mais pas d'innovation supplémentaire, de mettre son produit sur le marché. Ça, c'est une autre réflexion. Ça. Oui, mais là, vous avez des chiffres sur ce qui est non, mais j'ai présenté. bien compris, vous souhaiteriez effectivement qu'il y ait beaucoup plus de brevets. Nous, on veut une sélectivité. Les Américains sont toujours plus forts que nous sur le brevet, parce que d'abord, ils ont une recherche qui est beaucoup plus développée, des crédits monstrueux dans ce domaine, et un nombre de laboratoires et d'instituts de recherche qui sont de très loin
Oui, mais plus je importants pense que les nôtres. Donc, à si ce vous voulez, compte-là, dans ce rapport du KCE, vous avez un autre chiffre qui est assez éclairant, c'est-à-dire qu'il montre que sur les 8500 fabricants européens, vous en avez que 20% qui ont tenté d'investir le marché américain. Pourquoi? Bien parce que justement, ils savaient très bien qu'ils ne passeraient pas la barre des exigences américaines. Mais vous avez beaucoup de petites PME, PMI dans ce domaine. Oui, mais justement, ils savaient très bien qu'ils ne passeraient pas la barre, et d'ailleurs les prothèses PIP, elles ont bien été refusées par les FDA. Il y a bien une lettre de la FDA. PIP, c'est un autre sujet, parce qu'autrement on va être encore... Elles n'ont pas été tout à fait... Oui, oui. Mais si vous voulez, vous avez quand même un certain nombre de choses qui montrent que eh bien, la réglementation, quand elle est exigeante, justement, elle favorise l'innovation et elle n'est pas un frein à l'innovation. Et je note aussi que les entreprises du médicament, en janvier 2012, ils ont fait un communiqué de presse en disant il faut de la sécurité pour tous les produits de santé, et ils ont salué la déclaration du ministre qui était de demander une autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs médicaux. Oui, non, mais ça, nous y sommes. Ça, c'était au mois le 17 janvier nous y sommes tous attachés. D'ailleurs, si nous faisons cette mission, c'est bien pour ça. Oui. Je pense que nos conclusions iront dans ce sens. Nous pensons effectivement qu'il y a beaucoup à faire pour la sécurisation des dispositifs médicaux dans toutes les étapes. Bon. Non, là, on était surtout sur la comparaison avec le système américain, mais je crois que bon, ça, mais si vous voulez, on l'a vu. Mais n'oublions pas quand même, vous avez l'impression que bon, l'innovation en France, l'innovation en France existe. Hein. Je prendrai comme exemple les valves aortiques, qui sont implantables directement de manière intraveineuse. Donc c'est quand même quelque chose qui est utilisé aujourd'hui de plus en plus par les Américains après qu'ils l'aient critiqué. Dans un premier temps, ils les ont critiqués, maintenant ils l'utilisent à tour de bras. Donc je crois qu'il ne faut pas mésestimer, même avec des moyens, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien moindres, l'efficacité de l'innovation en France. Il y en a quand même pas mal. Bon, je voudrais, pour continuer... Juste si je peux me permettre d'ajouter sur mon propos n'est pas de dire qu'en France il n'y a pas d'innovation. Il y a moins d'innovation, certainement. Mon propos est de dire qu'il y a aujourd'hui une contre-vérité qui circule sur le fait de dire que la mise en place d'une AMM est un frein à l'innovation. Contre-vérité qui est relayée par la Commission européenne. Et moi, je voudrais quand même vous attirer votre attention sur l'Europe, puisque on travaille beaucoup sur l'Europe. Et Paola Testori, qui fait partie de la DG Sanco, avait justement accordé un interview au Monde en mois de janvier en disant « Notre philosophie avec les États-Unis est fondamentalement différente. Nous souhaitons un renforcement ex post. Nous ne voulons pas un contrôle ex ante. » Oui, mais on a bien compris. Mais l'Europe, oui, mais c'est vraiment la philosophie de dire place au marché, place à la liberté du marché, à la compétitivité au détriment de la santé des utilisateurs. Et c'est une constante que l'on va retrouver également sur le médicament en matière de politique des produits de santé. Et si vous avez regardé la roadmap de la Commission européenne qui est sortie, très clairement, cette feuille de route de la Commission indique bien qu'elle s'oriente vers un renforcement ex post. Très bien. Bon, mais à ce sujet-là, vous êtes tout à fait pour la multiplication des études cliniques post-inscription. Alors, sur les études... Non, mais attendez, je n'ai pas posé ma question. Je pars du principe que vous êtes d'accord. C'était pour une question. Oui, absolument. Bon. Vous pensez qu'elle pourrait améliorer le suivi des dispositifs médicaux, comme moi, implantables? Parce que c'est de cela qu'on parle. On ne va pas parler des brosses à dents. Hein. Bon, on pourra en parler, mais dans un autre cadre. Bon. Qui devrait en assurer le financement? Parce qu'on rentre là dans un domaine où il faut savoir, les paroles c'est bien, les symboles encore mieux, mais après il faut financer. Hein. Alors, qui devrait en assurer le financement? Faudrait-il envisager de conditionner le remboursement de certains dispositifs médicaux à la réalisation de telles études? Alors,
Tout d'abord, pour répondre à votre question, bien évidemment, on est pour le développement des études post-inscription, pour mesurer les bénéfices du dispositif dans la vie réelle, pour voir également son efficience médico-économique. Mais il faut pour nous conserver justement un équilibre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va renforcer les études post-AMM qu'on doit s'exonérer d'études ex-ante et d'études cliniques pour la mise sur le marché. Oui, donc au sûr. fond, c'est un équilibre à préserver entre ex-ante et ex-post. Donc ça, c'est... Oui, rien ne vaut le suivi en réel, pas seulement en expertise. Tout à fait. Après On est tout à fait... C'est intéressant de savoir après 10 ans ce que devient une prothèse. Tout à fait, et de décrire les Quelle qu'elle caractéristiques des médecins utilisateurs, des patients, Donc, alors, qui etc., paye etc. En vie réelle, on est bien d'accord. Non mais qui paye? Alors, qui paie? Qui paie là-dessus? Nous, on est... et on aura la même logique de raisonnement que sur le médicament, c'est-à-dire que pour nous, les études post-inscription devraient relever d'un financement par la puissance publique. Ça va arranger la sécurité sociale, ça. Mais la question, c'est, on peut aussi dégager des budgets pour conduire ces études post-inscription, parce que pour nous, le fait qu'elles soient financées, qu'elles bénéficient d'un financement public, c'est le seul gage de leur indépendance. Et il nous semble que pour avoir des études objectives, et qui soient les plus indépendantes possibles, il faut qu'elles soient déconnectées d'un financement industriel. Et ensuite, vous avez des mécanismes qui peuvent se mettre en place pour dégager justement des ressources pour faire ces études. Seul gage de l'indépendance et des conflits d'intérêts type Mediator. Parce que le financement public n'est pas toujours absolument un gage d'indépendance. Hein? Et oui, on l'a vu avec le Mediator. Hein? Et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans ceux qui jugent de l'efficacité ou de la non-efficacité du produit. Ça, on peut pas systématiquement dire le financement public est gage d'indépendance, à mon avis. Parce qu'on a tout un tas d'exemples qui nous montrent le contraire. Hein? Donc, je veux bien, mais... En tout cas, il garantit un peu plus d'indépendance. Est-ce seulement le financement public qui doit intervenir? C'est ça que je vous ferai dire. En priorité, si vous êtes d'accord ou pas. Bon. En priorité, oui, c'est le financement public. Vous pensez qu'il n'y a pas de y avoir de participation d'aucune autre structure? Après, il y a des phénomènes, effectivement, pour... encore une fois, dégager les ressources qui peuvent être mises en place. Le fabricant, il ne doit pas y participer financièrement, si on estime que le jugement est sans conflit d'intérêt. C'est toujours difficile, en fait, d'être jugé parti quand on est fabricant. Non, mais il n'est pas jugé parti, là. Il finance son produit. Mais il finance l'évolution de son produit. L'expérience prouve que même quand vous financez, vous allez avoir une intervention sur le design de l'étude, sur la conception, sur le déroulé de l'étude, et que par conséquent, il y a des biais qui peuvent être introduits. Donc il faut essayer de tendre vers l'indépendance. En savoir plus. Bon, mais écoutez, on va vous poser 2 autres questions, mais à moins qu'il y ait sur ce sujet... c'est des questions, oui, c'est des questions un peu différentes sur l'esthétique. Donc, s'il y a sur ce sujet que nous devons développer, s'il y a des collègues qui veulent, des commissaires qui veulent poser des questions, Madame la Présidente, peut-être on peut faire une pause sur les questions. Oui. Merci Madame la Présidente. Moi je veux revenir sur le problème du financement. Qu'est-ce qui empêche de faire un financement par le producteur, le producteur de cette innovation, en fin de compte, qui soit fait en direction d'un organisme qui serait monté, qui serait complètement indépendant, je veux dire. Je ne vois pas du tout où est la difficulté. Là, plutôt. Et quand vous dites il faut un financement public, le rapporteur vous dit, mais il y a peut-être autre possibilité, qu'on implique la personne qui veut présenter cette innovation et puis son produit,
qu'elle soit partie prenante dans le financement, même si elle l'a pas par la suite. D'ailleurs, l'AMM, ça serait une espèce de droit d'entrée pour essayer de faire en sorte qu'elle finance en direction d'un organisme indépendant, un système de financement. Je ne vois pas où est la difficulté, si vous voulez. Si ce n'est de faire payer le producteur. Effectivement, j'ai une difficulté parce qu'on ne veut pas payer si on n'est pas sûr d'avoir un marché à la sortie. Mais enfin, quand même, ça me semble important. Allez-y, madame. Répondez. Disons que nous estimons que la priorité, c'est un financement public pour garantir le maximum d'indépendance. Ensuite, la solution que vous préconisez est qu'au fond, on passe par une sorte de plateforme qui serait alimentée financièrement, indépendante par le fabricant. Un tel mécanisme peut effectivement garantir un peu plus d'indépendance. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que les industriels financent les études et décident de ces études, c'est-à-dire de leur conception, du choix des indicateurs, du choix de la méthodologie. Car là, on sait très bien que ce financement... Ils ne sont pas obligés de décider de toute la méthodologie, ni de... il y a un protocole qui peut être établi par l'organisme indépendant par rapport à... qui serait parfaitement, d'ailleurs, parfaitement neutre. Énormément distancer le financement de la réalisation de l'étude. Je pense que c'est un critère essentiel. Et par ailleurs, il faut aussi exiger sur ces études post-inscription, ce que j'ai oublié de vous dire, la transparence des données. C'est-à-dire que dans le monde du dispositif médical, on s'aperçoit que les données ne sont pas rendues publiques. C'est-à-dire que beaucoup d'études ne sont pas publiées. Et vous avez beaucoup d'articles du BMJ qui montrent que les fabricants de dispositifs médicaux ne publient pas leurs données. Donc on ne sait pas. C'est déjà un phénomène qui existe sur le médicament avec des études négatives qui ne sont jamais publiées, mais qui est encore plus fort sur le dispositif médical. Donc toutes les études post-inscription doivent faire l'objet de transparence et d'une publication des données. Or, dès lors qu'il y a un financement par l'industriel, on peut très bien imaginer qu'il exige la non-publication justement des données si elles ne sont pas favorables à son produit. Le financement indépendant permet justement d'objectiver le rapport bénéfice-risque d'un dispositif médical, par exemple, et de publier des données négatives. Donc on répondrait brièvement parce qu'on va gagner un peu par le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sur les avant de passer aux interventions à visée esthétique, non? Sur les DM. J'ai bien compris que madame ne voulait pas mettre de frein à l'innovation en augmentant les procédures de sécurité, mais en quoi, quels sont vos arguments pour dire que ce n'est pas un frein à l'innovation? Parce qu'il semblerait quand même que ce en soit un. Non? Toute ma démonstration a justement reposé sur le fait que c'était au contraire un moteur d'innovation, par la comparaison avec la situation américaine et le nombre de brevets déposés aux États-Unis, et deux, au regard des évaluations de la HAS qui montrent bien qu'aujourd'hui, une réglementation qui est très peu contraignante ne produit pas d'innovation puisque 75% des produits évalués par la HAS n'ont pas d'amélioration du service attendu ou rendu. Vous savez que les sénateurs américains reprochent à la FDA justement d'être trop longue et de faire que les produits innovants viennent d'Europe, c'est eux même qui le disent, avant d'être mis en vente aux États-Unis. Oui, mais c'est quand même un risque d'être un frein à l'innovation quand même. Il faudrait vraiment définir ce qu'on appelle l'innovation. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que c'est juste un changement de couleur sur un dispositif médical? Ou est-ce que c'est une valeur thérapeutique ajoutée pour le patient? Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le dire puisqu'on n'a pas d'études cliniques qui permettent d'objectiver justement le bénéfice pour le patient. Madame Carton. Oui, dans ce fil-là, je me dis que c'est en fait la prédominance d'un modèle économique qui prend le pas par rapport à justement l'intérêt médical primordial. Absolument. Puisque, donc c'est voilà, c'est quand même ça qui est sous-tendu. Je pense que c'est la conception européenne avec la directive Nouvelle Approche qui était l'ouverture d'un marché unique pour tous les produits
en échange d'exigences soi-disant essentielles de sécurité, mais qui n'incluaient pas des données cliniques, mais juste des études de performance et de faisabilité. C'est-à-dire, on va vérifier que la sonde, elle délivre bien le choc électrique, mais on ne va pas vérifier qu'elle permet de baisser l'arythmie du patient sur plusieurs mois. On va passer aux interventions à visée esthétique, mais le modèle américain n'est pas parfait non plus. Et surtout sur la partie innovation d'ailleurs. Je vais vous poser une seule question parce que le reste a été développé. Que vous inspire le développement du tourisme en matière de chirurgie esthétique? Avez-vous, c'est là la question, avez-vous déjà eu à prendre en charge des patients ayant souffert de complications suite à de telles interventions pratiquées à l'étranger? Vous savez comment ça se passe quand ils sont opérés, ils ne sont pas hospitalisés à l'étranger, ils vont à l'hôtel et puis 5 ou 6 jours après ils s'en vont et il peut y avoir des complications secondaires. Alors est-ce que si ces complications surviennent en France, très souvent, bon, ils vont faire appel à la sécurité sociale et donc à leur mutuelle. Donc je vous demande, est-ce que vous avez eu, comment vous les détectez cela et comment est-ce que vous avez eu des cas qui vous ont... Bon, pour lesquels on vous a demandé des prises en charge? Encore une fois, puisque nous sommes payeurs aveugles, puisque nous n'avons pas accès à un certain nombre de données de santé, nous ne sommes pas en mesure, monsieur le rapporteur, de répondre à cette question. Non, mais vous demandez quand même aux gens quelle est la date de leur opération et quelle est si le médecin, s'il y a des complications médicales, il y a quand même des informations que vous avez. Mais toutes ces informations restent dans le dossier médical, relèvent du secret médical et ne sont pas transmises aux mutuelles. Donc nous n'avons pas de données spécifiques à vous fournir sur ce point-là. Je le regrette, mais et au sein de nos établissements... Donc vous remboursez du laxisme étranger, quoi. Ah, mais peut-être, mais vous savez, on rembourse... C'est pas de la rigueur, ça, le laxisme des étranger. pratiques abusives, on rembourse du hors AMM, Mediator. Nous avons subi un préjudice financier conséquent sur Mediator en remboursant Mediator dans des conditions hors AMM, bien sûr, mais nous sommes payeurs aveugles. Donc on ne peut pas faire cette vraie gestion du risque, justement. Madame Prince. Moi, il y a quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre. Comment se fait-il que les mutuelles soient des payeurs aveugles? Ça existe nulle part, ça. Ben non, mais la mutuelle, est-ce que la sécurité sociale, ben, vous savez payer tant, vous êtes remboursé tant. Vous avez des médecins conseils, non? Vous n'avez pas de médecins conseils? Absolument pas. Si vous voulez, c'est vrai que c'est vrai que c'est une de nos revendications depuis maintenant plus de 10 ans d'avoir accès aux données de santé. Christian Babuzio lui-même a fait un rapport sur les complémentaires santé en disant que nous étions tout à fait légitimes pour avoir accès aux données de santé dès lors qu'on faisait des expérimentations. Nous avons donc fait des expérimentations Babuzio en démontrant qu'on était tout à fait en capacité d'assurer la confidentialité, etc. des données. Mais aujourd'hui, la situation est que nous n'avons toujours pas accès à ces données. Et effectivement, dans ces conditions-là, on n'est pas à égalité avec l'assurance maladie obligatoire et on ne peut pas faire une politique de gestion du risque. Alors que nous sommes financeurs. Et que nous faisons souvent appel aux finances justement des mutuelles dans le cadre d'une assurance maladie qui a de grosses difficultés. C'est clair. Très bien, je crois que nous avons fait le tour. S'il n'y a plus d'autres questions, monsieur le rapporteur, chers collègues, mais il me reste à vous remercier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, monsieur le rapporteur. Voilà pour cette audition. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit aujourd'hui Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et candidat aux législatives. Bonne soirée à tous.